Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on vient d'en parler. Fitch qui nous a dit hier ne pas croire aux objectifs de réduction de nos déficits publics d'ici 2027. Qu'est-ce qui se passe honnêtement si d'aventure Moody's ou Standard & Poor's dégradaient dans les semaines qui viennent la note de crédit de la France? Est-ce que ça aurait un impact ou pas du tout sur les taux souverains français? Ça dépend crucialement de la manière dont les investisseurs acceptent de substituer de la dette française à la dette allemande. Pour l'instant, la dette française est perçue comme étant très proche de la dette allemande. Il y a beaucoup d'investisseurs qui recherchent des dettes de qualité de la zone euro, et ils ont le choix entre la France, l'Allemagne et puis des plus petits pays. L'Allemagne, c'est rémunéré 50 points de base, 0,5% de plus par an. Voilà. Mais on considère que... ils considèrent que la dette française est très très proche en qualité de la dette allemande. Et ceci joue en faveur de la dette française, parce que les Allemands ont un programme de réduction drastique de leur déficit public. Ils veulent remettre en fonctionnement le fameux frein à la dette qui limite le déficit public à 0,35%. Pourquoi cette croyance des investisseurs comme quoi la dette française est d'aussi bonne qualité que la dette allemande? Parce que... alors que ce n'est pas le cas dans la réalité. Hein. Oui, mais c'est historiquement. Enfin, la France a toujours suivi l'Allemagne et il n'y a pas eu de crise de la dette comme en Italie, il n'y a pas eu de crise économique comme en Espagne. Et donc, la France est perçue dans le paquet de tête de la qualité des dettes européennes. Et tant que ceci dure, ça lie quand même les taux d'intérêt français aux taux d'intérêt allemands, parce que l'Allemagne ayant des déficits publics maintenant extrêmement petits, les investisseurs basculent naturellement d'acheter de la dette allemande vers acheter de la dette française. Donc, et donc, si même ces dettes étaient... Ça ne pousse pas à être vertueux. Et si même ces dettes étaient parfaitement substituables, c'était vraiment été considéré comme de qualité complètement équivalente. Ce qui compterait, c'est simplement le déficit de l'ensemble France plus Allemagne. Si vous faites déficit France plus Allemagne, ben vous êtes en dessous de 3% du PIB. Donc ça peut durer longtemps comme ça. À vous écouter, certains se diront, Patrick, dans le fond, c'est pas grave d'avoir 5,5% de déficit public. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas le moment où les investisseurs ne considéreront plus que la dette française est très substituable à la dette allemande. Enfin, si ça n'a pas changé depuis 40 ans, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Oui, et puis c'est très difficile. Il faudrait à ce moment-là qu'ils vendent massivement de la dette française. Pour acheter quoi? Et qu'ils achètent une autre dette européenne. Par exemple, les banques centrales compartimentent leur portefeuille. Vous n'allez pas acheter de la dette américaine en vendant de la dette française. Quand on vend la dette française, à supposer qu'on le fasse, quand on est investisseur, on achète quoi? Il y a quelques achats, par exemple, sur l'Italie, récemment. Mais l'Italie est quand même pas perçue comme étant dans la même catégorie que la France. Hein. Ouais. Et donc il faudrait vraiment un retournement complet de la perception de la qualité de la dette française au détriment de la France et en faveur d'une autre dette, parce qu'il faudrait remplacer la France par une grosse dette européenne. Il y a une question de volume et de taille. Et alors c'est très compliqué, et puis... c'est une décision très difficile à prendre. C'est une banque centrale en Asie, vous n'allez pas décider de vendre votre dette française. Donc ça peut durer encore longtemps comme ça, qu'on soit dans la roue sous le parapluie allemand et qu'on ait... Et donc ça nous donne un peu de temps pour stabiliser l'endettement public. Il n'y a pas le feu. Alors, il n'y a pas d'urgence. Et puis, on a eu un spread vis-à-vis de l'Allemagne qui a augmenté de 7 points de base, qui probablement valorise un downgrade par les deux grandes agences, mais c'est pas catastrophique. Le problème, c'est que c'est lié... le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas de combien il va falloir améliorer le solde budgétaire de la France. Parce que tout dépend des hypothèses que vous faites sur les gains de productivité en France. Alors, si vous faites une hypothèse optimiste sur les gains de productivité, par exemple, les gains de productivité reviennent à 1% par an. Ce que pense la Banque de France, par exemple, ou l'OFCE. Hein. Il suffit, pour être en dessous de 3% du PIB de déficit public en 2027, il suffit de stabiliser le niveau des dépenses publiques en volume, en termes réels. Alors, dans le programme de moyen terme des finances publiques qui avait été déposé avant Noël, les dépenses publiques en volume augmentaient de 0,6% par an.
Donc il faudrait passer ce 0,6 à 1, à 0, pardon. Et donc ça veut dire 0,6 points de PIB chaque année d'économie, ça fait une quinzaine de milliards d'euros. Donc si on fait 15 milliards d'euros sur les dépenses publiques chaque année, ça va. Et ce n'est pas hors de portée. Le gouvernement a dit 15 puis 20, donc il est dans cet ordre de grandeur-là. Mais si vous gardez 0% de gain de productivité, la productivité a encore baissé en 2023 en France, eh bien, la situation est beaucoup plus grave. Parce que vous aurez, au bout de 4 ans, vous aurez 4 points de PIB en moins, vous aurez 2 points de déficit public en plus. Donc, il faut rajouter aux 15 milliards pendant 4 ans, il faudrait rajouter 50 milliards de plus pendant 4 ans. Et là, vous tombez à 30 milliards. Et là, on tue la croissance. Et alors là, il faut changer de modèle. On peut pas faire ça par de petites économies. Il a raison ou pas, Emmanuel Macron, de vouloir coûte que coûte revenir sous 3% en 2027 ? Est-ce que ça sert à quelque chose de se tenir à cet objectif qu'on ne tiendra pas ? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une stratégie sur 10 ans plus crédible, plus documentée ? Oui, mais alors il y a plein de problèmes. Le 3%, c'est 70 milliards d'euros d'économie, nous dit l'OFCE, et 50, nous dit la Cour des comptes, d'économie sur toute la période. Mais il faut tenir compte de ce que les intérêts sur la dette publique vont augmenter de 1 point de PIB d'ici 2027. Et donc, quand vous voulez ramener en fait le déficit primaire, pour stabiliser le taux d'endettement public, comme notre taux d'intérêt réel est à peu près notre taux de croissance réel, il ne faut pas avoir de déficit public primaire. Hors intérêt de la dette. Hors intérêt de la dette. Or, on a 3% du PIB de déficit public. Donc, il faut faire 3%. Il faut faire 3 points de PIB d'économie. 3 points, c'est 60 milliards. Mais à nouveau, sous l'hypothèse tendancielle d'absence de gain de productivité. 1%. Donc, on se dit quoi ? Parce que ça veut dire 3 points, ça veut dire 60 milliards, 50 milliards, on est à peu près dans l'épure de ce que nous a dit la Cour des comptes. Oui, mais comment on les fait, pardon Patrick, comment on les fait ? Parce qu'on dit que c'est mission impossible, il y a un niveau d'austérité. Non, mais à nouveau, ça dépend crucialement des gains de productivité. Si nous retrouvons des gains de productivité, de 1%, on peut utiliser ce 15% pour et à ce moment-là, vous retombez à quelque chose à nouveau qui est la stabilité de la dépense publique en volume. Sauf que la productivité, on le saura ex post, on le saura après. On le saura après, et puis le passé n'est pas très réjouissant en termes de productivité. Moi, je pense que le recul de la productivité en France est plutôt structurel. Ça dépend de l'insuffisance des investissements technologiques, de l'insuffisance de la recherche-développement, des problèmes de l'école, des problèmes d'absentéisme, des problèmes de perte de sens du travail, et que donc le scénario malheureusement le plus probable, c'est un scénario de faible gain de productivité. Donc, je réponds à votre question, qu'est-ce qu'on doit faire si on doit réduire de 30 milliards d'euros chaque année les dépenses publiques jusqu'à retomber en dessous de 3% du PIB de déficit ? À ce moment-là, il faut changer de modèle. On peut pas faire de petites économies ou de petites... Il y a du rabot, là. On a vu sur les 10 milliards d'euros cette année d'économie, il y a 5 milliards de crédits gelés dans les administrations, et puis après, ma prime Rénov', on prend 1 milliard par ceci. Un petit peu ça, et puis un petit peu sur l'éducation, un peu sur la recherche. On va faire un peu sur le crédit d'impôt recherche. Oui, mais là, si c'est 15 milliards par an, vous pouvez faire ça. Si c'est 30 milliards par an, ça marche pas. Et donc, il faut changer de modèle d'État. Ça veut dire qu'il faut que l'État se désengage vis-à-vis du privé d'un certain nombre de fonctions. C'est la seule solution. Il n'y a pas le choix. Non, parce que si vous voulez... Dans la sphère sociale, encore une fois, c'est la moitié des dépenses publiques. Il n'y aura pas le choix de... Ça veut dire qu'une partie des dépenses de santé plus grande sera laissée à la charge des individus qui pourront s'assurer auprès de systèmes d'assurance privés, mais que... Donc c'est un système à l'américaine. Une partie des dépenses d'éducation sera laissée à la charge des personnes, donc on devra avoir une hausse, par exemple, des dépenses, par exemple, pour inscrire les enfants à l'université. Ça veut dire qu'il faudra changer la frontière entre l'État et le secteur privé pour y arriver. On n'est pas du tout. Pour l'instant, Gabriel Attal lance une mission parlementaire sur la taxation des rentes. De quoi est-ce qu'il parle pour les non-initiés ? C'est quoi cette taxer les rentes ? Qui est visé là-dedans ? Super profit, les super dividendes, au-delà des formules, ça veut dire quoi ? Les rentes, c'est une définition en économie assez claire, c'est-à-dire que vous avez une position de monopole ou l'oligopole, et donc vous êtes dans un secteur qui est peu concurrentiel, et donc vous pouvez facturer des prix plus élevés que les prix... Qui est concerné ?
Alors, probablement, on parle beaucoup de rente immobilière. Il y a une rente qui est probablement dégagée par les propriétaires de logements anciens, hein, et qui est une rente de rareté qui fait monter les prix de l'immobilier. Oui, mais vous taxez quoi comment vous taxez les gens qui sont propriétaires de leur logement? Comment vous les taxez? Vous augmentez la taxation, vous augmentez la taxation du patrimoine immobilier, par exemple. Quand les Hollandais ont fait ça, ça a stabilisé les prix de l'immobilier. Y a des rentes probablement de position de monopole dans les relations entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Hein. Y a peut-être des rentes dans le secteur de l'énergie, mais c'est extrêmement difficile de faire de partager ce qui est une rente, c'est à nouveau la possibilité de tarifer un prix plus élevé grâce à une position de monopole ou de d'oligopole. Quelle que soit la conjoncture économique. Oui, alors, tout le temps. Et donc on sait par exemple qu'aux États-Unis, il y a des travaux de Thomas Philippon, par exemple, il y a énormément de rentes parce que les autorités de la concurrence ont arrêté de faire leur travail sérieusement depuis beaucoup d'années, et qu'ils ont laissé apparaître des monopoles dans le secteur des nouvelles technologies, etc. Regardez les procès contre Apple, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc effectivement, il y a des rentes, mais alors d'ici qu'on puisse déterminer le montant de ces rentes et les taxer... On ne sera plus là pour voir ça. L'opportunité d'augmenter ou pas les impôts pour résorber le déficit public français divise, on l'a vu, le camp présidentiel. Il faut augmenter ou pas les impôts, pas des classes moyennes, ça. Gabriel Attal a dit non. On augmente ou pas les impôts, et pour qui? Oui, mais qui est touché? Le problème, c'est que vous ne voulez pas augmenter... Dans un pays qui est déjà champion du monde. Vous ne voulez pas augmenter les cotisations sociales, que ce soit des entreprises ou des particuliers, parce que c'est pas bon pour l'emploi, c'est pas bon pour le pouvoir d'achat. Vous ne voulez pas augmenter la TVA, parce que c'est pas bon pour le pouvoir d'achat. Vous ne voulez pas augmenter l'impôt sur les sociétés, probablement parce que c'est un élément de la compétitivité, de la localisation. Et puis on est dans la moyenne européenne. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste? Vous ne voulez pas revenir en arrière sur la taxe forfaitaire de 30% sur les revenus. Pourquoi pas? Ça pourrait augmenter de quelques Oui, mais c'est un problème de crédibilité. Là. Si vous commencez à bouger tout le temps les taux d'impôt que vous avez baissés il y a 2 ou 3 ans, il y a 5 ans, et que vous commencez à les remonter, il y a un problème de crédibilité. Personne ne vous croira jamais plus quand vous bougez un taux d'impôt. Donc, qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre? Vous avez comme marge de manœuvre les entreprises à rente, donc à charge pour l'État de démontrer qu'il y a vraiment une rente, et probablement les individus très riches qui pourraient contribuer un peu plus. Mais honnêtement, c'est pas à la hauteur. Pourquoi pas? Si tout le monde doit participer à l'effort national collectif. Oui, mais c'est pas à la hauteur des besoins. Si vous créez l'ISF, ça va rapporter 3 milliards d'euros. Enfin, veut dire, donc c'est pas à la hauteur des besoins. Par rapport aux 20 ou 30 milliards. Ouais, par rapport à 15 ou 20, 3 milliards, c'est toujours ça. Oui, mais enfin, je veux dire, la réalité, c'est que la seule marge de manœuvre réelle, c'est du côté des dépenses. Hein. Et en même temps, juste pour clore le sujet sur la taxation des riches, si on taxe plus des milliardaires, est-ce qu'ils vont quitter la France? On nous dit oui, ils vont quitter la France, etc. Non, enfin, il y a des études qui ont été faites sur l'ISF, c'est assez marginal, en fait, la mobilité géographique des milliardaires. Non, mais à nouveau, ça peut pas être une taxation massive, ça peut être une taxation genre ISF, donc qui rapporte quelques dixièmes de points chaque année, et donc ce n'est pas du côté des impôts qu'on peut. Et en même temps, Camille Landais, qui est président délégué du Conseil d'analyse économique, disait hier, organisme rattaché à Matignon, disait hier dans Les Échos, refuser toute hausse d'impôts au vu de notre situation budgétaire, c'est absurde. Oui, mais que Camille nous dise quels impôts il faut augmenter. Enfin, je veux dire, à nouveau... les entreprises et les riches. Oui, alors les entreprises, à nouveau, les entreprises françaises ont fait un gros effort d'investissement. Si vous regardez le niveau d'investissement des entreprises françaises, il monte extraordinairement rapidement. Et donc, si vous augmentez les impôts des entreprises, vous courez le risque de casser cet effort d'investissement. Ensuite... non, la seule marge de manœuvre, à nouveau, c'est les riches. C'est les gens très fortunés.
Et à nouveau, c'est plus un impôt symbolique qu'un impôt réel, quoi. Augmenter l'imposition des riches serait symbolique, mais sans... Mais ça ne peut pas... ça ne peut pas rapporter des dizaines de milliards d'euros par an. Donc ça peut rapporter quelques milliards d'euros par an, et donc c'est plus symbolique que réel. Donc à nouveau, je pense que la réalité, c'est que si on ne veut pas faire trop souffrir l'économie, il va falloir, à nouveau, il se confirme qu'on ne retrouve pas de gain de productivité et donc que l'effort est de l'ordre de 30 milliards d'euros par an, il va falloir à nouveau définir la frontière de ce qui est pris en charge par l'État et de ce qui n'est pas pris en charge par l'État. Et donc on fait quoi alors ? Qu'est-ce qu'on met, on laisse quoi à l'État et qu'est-ce qu'on met au privé ? Donc la santé... Une partie de la santé... Pardon, je avais dit que c'est le modèle à l'américaine, ça. C'est pas complètement le modèle américain. Ça veut dire que vous avez un socle public, et puis si vous voulez mieux que le socle public, vous devez... Mais vous cotiserez... en réalité, ça veut dire que vous cotiserez plus à que les Français cotiseront plus à leur mutuelle et que les prix des mutuelles augmenteront. C'est poche droite, poche gauche. Je paye moins d'impôts en tant que citoyen, mais je paye une cotisation de ma poche. Oui, c'est comme dans tous les pays. De toute façon, la dépense de santé, vous ne pouvez pas empêcher les gens de consommer de la santé. Donc, si la dépense de santé veut croître beaucoup plus vite que le PIB, normalement, de toute façon, il va falloir faire quelque chose, parce que la démographie est contre nous. Enfin, vous avez le nombre de retraités par salarié actif qui augmente continuellement, la population comparé à la population en âge de travailler qui augmente continuellement. Donc tous les ratios démographiques sont contre nous. Donc on ne peut pas maintenir sur 20 ans la générosité des systèmes de protection sociale qu'on a aujourd'hui. Encore Camille Landais, sur les retraites, c'est intéressant, il dit le niveau des pensions par rapport au niveau de vie des actifs est plus élevé en France que chez nos voisins européens. Il n'est donc pas absurde de demander aux retraités actuels de participer à l'effort. On sait que le président est contre la désindexation pour partie des pensions de retraite. Vous en pensez quoi dans ce débat ? Le problème, c'est que si vous désindexez complètement jusqu'à la fin des temps les pensions de retraite, vous faites énormément de pauvreté chez les retraités. Et qui ont aujourd'hui une pension supérieure au niveau de vie Alors, il faut faire attention. Ils ont une pension supérieure au niveau de vie moyen des actifs. Simplement, en France, il y a une hausse des salaires à l'ancienneté assez forte. Les retraités qui partent à la retraite perdent du revenu. Oui. Donc ils ont un niveau de vie plus bas que le niveau de vie qu'ils avaient en fin de carrière. Simplement, ils ont un niveau de vie qui est comparable au niveau de vie de l'ensemble des actifs compte tenu du profil d'augmentation des salaires à l'ancienneté. C'est un choix de société, c'est-à-dire on peut dire qu'on va organiser une baisse du pouvoir d'achat des retraités en donnant un calibrage de cette baisse. Politiquement, j'ai du mal à y croire, mais économiquement, ça a du sens. Économiquement, ça a du sens. De toute façon, il faut partager l'effort. Aux salariés, s'il n'y a pas de gain de productivité, vous demanderez un effort qui est de ne pas avoir de hausse des salaires. Ouais. Vous allez demander un effort probablement aux personnes les plus riches. Il est raisonnable de demander un effort aux retraités, quoi, je veux dire. Donc il faut partager. Et aux entreprises, on en demande quoi aux entreprises ? Je pensais au crédit d'impôt recherche qui coûte, je sais pas, 7 milliards par an. Mais j'ai quand même, je suis très inquiet sur le débat sur le crédit d'impôt recherche. Certes, ça coûte 7 milliards, je crois, par an. Mais il y a les évaluations disent que 1 euro de crédit d'impôt recherche en plus, c'est 1 euro de recherche en plus. C'est 1 pour 1. Alors on peut voir le verre vide en disant mais il n'y a pas d'effet multiplicateur du crédit d'impôt recherche. On peut voir le verre plein. Si vous supprimez le crédit d'impôt recherche, vous supprimerez 7 milliards de recherche en France, quoi. Et cette recherche se délocalisera. Moi, je crains beaucoup qu'il y aurait comme conséquence une délocalisation des labos, en particulier des grandes entreprises, quoi. Donc quel effort pour les entreprises si tout le monde doit payer son effort. Mais à la limite, le seul effort cohérent, c'est un effort d'investissement, en particulier dans la transition énergétique et dans leur décarbonation, au détriment du revenu de leurs actionnaires. C'est-à-dire les entreprises ne pourront pas continuer à distribuer à leurs actionnaires, soit par les dividendes, soit par les rachats d'actions, les sommes qu'elles distribuent aujourd'hui,
tout en faisant les investissements de décarbonation. Il y aura un choix à faire. Et donc, il faudrait que les entreprises acceptent. Ce n'est pas de l'argent perdu pour les actionnaires, c'est de l'argent qui restera dans l'entreprise, qui leur appartient, mais qui sera investi dans la décarbonation de l'entreprise et pas distribué sous forme de revenus supplémentaires. Donc, il faut que les entreprises versent moins de dividendes. Les entreprises versent moins de dividendes, rachètent moins d'actions et investissent en investissement de décarbonation ces sommes qui restent dans l'entreprise. Et ça, c'est efficace économiquement. Ça ne réduit pas le revenu des actionnaires. À nouveau, le revenu intertemporel, les actionnaires toucheront des dividendes plus tard. Simplement, ils renoncent à toucher. Vous pensez que c'est audible, ça, comme pensée? Oui. Je pense que tout le monde est convaincu que, vu l'effort d'épargne qu'il va falloir faire pour décarboner l'économie, cet effort d'épargne n'est supportable par qu'une catégorie de Français. On ne peut pas demander aux consommateurs d'épargner tout le supplément d'épargne. On ne peut plus demander à l'État de faire davantage de déficit public. Et donc, il faut demander aux actionnaires des entreprises de renoncer à une partie de leur rémunération, mais qui sera différé, effectivement. L'entreprise fera ses investissements de décarbonation et pourra payer des dividendes accrus plus tard, mais il faut demander aux actionnaires d'une contribution... Donc de renoncer à une partie de leurs dividendes. Mais en contrepartie d'un investissement de ces dividendes dans la décarbonation de l'entreprise, qui rend l'entreprise plus compétitive, plus efficace, et qui sera même un investissement efficace de la part des actionnaires, et qui renonceront à utiliser cet argent immédiatement. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec l'économiste Patrick Artus, à retrouver tout à l'heure en replay dès 14h sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.